Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. T'es Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 18h30 sur Sud Radio, c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Bah, c'est normal, vous êtes avec moi. Ouais, oui, d'accord. Avec nos éditorialistes aussi. Il y a Philippe Bilger, il y a Catherine Evrard, Michael Sadoun, et puis notre invité, Sylvain Bersinger, qui est chef économiste au cabinet Aster. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Oui, un invité, puisque nous allons poser la question. Cette question qui vous intéresse tous, qui nous intéresse tous, l'inflation, le pouvoir d'achat. Le gouvernement se pose en défenseur du consommateur. On nous dit que le prix du baril du pétrole baisse, mais pourtant, tout paraît incroyablement cher. D'où la question du jour. Parmi les principales dépenses des ménages, dans quel domaine les prix vous semblent-ils les plus exagérés ? Ou est-ce que finalement, peut-être l'État ou peut-être d'autres, s'en mettent trop plein les poches? 4 possibilités: le logement, les transports, la santé, l'alimentation. Ce sont les 4 thèmes qui coûtent les plus cher. C'est l'alimentation qui gagne. On est à 60%. Et puis le logement juste après à 29%. Pour le transport et la santé, c'est moins les préoccupations de nos auditeurs. Sylvain Bersinger, on va commencer par l'alimentation. Quand les auditeurs de Sud Radio disent oui, on exagère, oui, il y a de l'exagération sur l'alimentation. Alors, le terme d'exagération, c'est pas trop un terme qu'on emploie en économie, parce que il est assez subjectif, en fait. Donc, on est dans l'émotion, nous. Oui, voilà. Mais moi, j'essaie justement de rester l'économiste un petit peu froid et peut-être un petit peu terne. Mais justement, la science lugubre, comme on dit. C'est son surnom. Moi, je serai l'affectif, vous serez la raison. Parfait. Voilà. Parfait. Non, vous dites l'alimentation. Voilà, je sais pas si le terme exagéré convient, parce qu'il faudrait regarder les marges des entreprises. Ce serait ça, en fait, l'exagération. Oui. Et ce qui est un petit peu compliqué sur les marges, alors c'est vrai qu'elles sont élevées, mais ce qu'il faut voir, et elles ont un peu augmenté d'ailleurs récemment, mais elles avaient un peu baissé avant. Donc c'est une analyse qui est un petit peu compliquée, parce qu'elles ont un peu fait le yo-yo, donc on peut y voir un peu ce qu'on veut. Mais ce qui est vrai, c'est que les marges des entreprises, il y a 1 an ou 2, beaucoup d'économistes, y compris moi-même, on s'attendait plutôt à ce qu'elles soient plutôt à la baisse. Et en fait, elles se sont, on va dire, globalement maintenues, voire légèrement rebondies. Et là, il y a un peu une surprise. Et si c'est une tendance qui devenait effectivement durable, d'ailleurs, Benoît Cœuré, le président de l'autorité de la concurrence, l'a dit. Il a dit, voilà, c'est quelque chose qu'on a dans le viseur, parce qu'il est possible qu'il y ait quelques ententes, peut-être des secteurs où il n'y a pas assez de concurrence, etc. Donc, en cela, il peut y avoir un peu, effectivement, entre guillemets, d'exagération, même si j'aime pas trop le terme. Après, pourquoi est-ce que les prix ont augmenté beaucoup dans l'alimentation ? On est autour de 14% d'inflation en glissement annuel. Tout simplement parce que l'alimentation, c'est beaucoup d'énergie pour faire de l'alimentation, et que l'énergie a flambé. Je veux dire, il y a 1 an, le prix du mégawattheure était à 300 €, pardon, il avait été multiplié par plus de 10. Donc, cette inflation, c'est pas juste de l'exagération de distributeurs qui s'en mettent plein les poches. Il y avait une vague inflationniste mondiale. On pouvait le comprendre. Voilà, il y a une logique derrière. Là, maintenant, c'est plus compliqué. Oui, d'ailleurs, Philippe Bilger, vous avez envie de réagir au propos de notre invité Sylvain Bersinger. Oui, mais je vais réagir comme un profane réagit aux propos très compétents d'un invité qui connaît bien le sujet. Moi, je comprends totalement le classement, si je l'ai bien saisi, que donnent les auditeurs. Hier, on a traité votre sujet sur le plan européen. Aujourd'hui, vous l'avez transféré sur le plan national. Moi, je conçois bien pourquoi l'alimentation est évidemment le poste qui préoccupe le plus les Français, parce que c'est celui qui induit immédiatement l'impact sur la vie quotidienne. Le logement aussi, c'est considérable dans des charges, et les autres, transports et santé, apparemment pèsent moins. Mais il faut distinguer, et là je demande évidemment l'avis des personnes compétentes, il y a à la fois la certitude de l'augmentation de certains produits et de certains secteurs, et la manière dont parfois on les perçoit. J'ai parfois l'impression que le citoyen perçoit une augmentation qui n'est pas aussi effective qu'il le pense. Est-ce que cette distinction entre la perception et la réalité n'est pas un petit souci ? Philippe Bersinger, oui. Sylvain, Philippe, je l'ai bien connu aussi. Ouais. C'est pas Rémi André non plus. Non, je crois que vous avez raison, mais c'est un peu l'esprit humain. On a toujours des biais. D'ailleurs, il y a une branche d'économie qui s'appelle l'économie comportementale qui analyse ça. Et on a toujours le cerveau humain est ainsi fait qui surpondère les mauvaises nouvelles et qui sous-pondère les bonnes. Et il y a des études qu'on constate, qui ont été faites dans plein de pays à plein d'époques différentes avec plein de populations différentes,
qui montrent que, pas que sur les prix, mais surtout, mais y compris les prix, le cerveau humain retient 3 fois plus les mauvaises nouvelles que les bonnes. Donc c'est vrai qu'on a ce Comme les algorithmes d'ailleurs. Peut-être, alors je ne connais pas les algorithmes, mais voilà, c'est sûr qu'on a un biais de perception qui nous fait retenir plutôt les mauvaises nouvelles, ça vous avez tout à fait raison. Catherine Evrard, est-ce que vous pensez donc, comme dit Philippe Bilger, qu'il faut distinguer la certitude de l'augmentation et la manière dont elle est perçue en fait? Non, moi j'ai une question à l'économiste, mais qui n'est pas tout à fait celle-là. Sylvain Est-ce que Bersinger, c'est si notre intéressant que ça de regarder annuellement l'inflation? Est-ce qu'il ne faudrait pas la regarder mois par mois? Parce que sur un an, ça baisse ou ça monte très peu, entre parenthèses, ça baisse très peu, alors que si on regardait tous les mois, on aurait peut-être une tendance plus intéressante. Mais c'est une question. Hein. Non, vous avez raison. En fait, c'est vrai que le chiffre qu'on prend habituellement, c'est l'inflation en glissement annuel. C'est-à-dire les prix, là le dernier chiffre c'était juin 2023 par rapport à juin 2022. Mais vous avez raison, ça c'est la mesure standard. On peut en regarder d'autres. Alors moi je suis pas partisan de la mesure mensuelle parce que d'un mois sur l'autre on a des fortes variations qui peuvent être dues à tout un tas de choses et ça fait ce qu'on appelle du bruit. Donc je suis pas très partisan. Mais pas attendre un an quand même. Alors il y a d'autres économistes. Moi je suis beaucoup Paul Krugman, un économiste américain. Chaque mois, hein. Oui, c'est mesuré chaque mois, mais la mesure standard, c'est une mesure en glissement annuel, c'est-à-dire sur une année. Mais sur 6 mois, ça peut être intéressant aussi. En fait, vous avez raison, on pourrait prendre d'autres éclairages. Après, quand même, sur un an, on a une tendance qui est quand même intéressante. Et même si vous avez raison, si on prenait par exemple plutôt sur 6 mois, plutôt d'autres mesures, on pourrait avoir d'autres éclairages, mais les tendances de fond qui se dégagent sur un an, on perçoit quand même la tendance lourde, on la perçoit quand même bien avec cette statistique. Bon, j'aimerais quand même, juste Mickaël, j'aimerais qu'on gratte un petit peu, parce que c'est vrai que le temps tourne. Là, on était sur l'alimentation. Je vous donne la parole justement, Mickaël Sadoun, parce que bon, les auditeurs de Sud Radio nous disent oui, surtout l'alimentation, mais quand même, le logement, le transport, la santé. Oui, allez-y, Judith. Le logement, c'est juste après l'alimentation. Alors, le logement, Mickaël Sadoun, vous, votre ressenti de ces 4 grands thèmes? Sur le logement, moi, je pense, comme beaucoup d'analystes, qu'il y a eu une bulle immobilière qui a été nourrie ces dernières années par une baisse continuelle des taux d'intérêt et par des politiques accommodantes de la Banque Centrale Européenne qui ont maintenu les banques commerciales à des taux très bas, et notamment pour les crédits immobiliers. Pour l'alimentation, je trouve ça plus intéressant, et là je vais m'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit. Je pense qu'il y a eu un abus de la part des producteurs qui ont profité de la hausse des prix importés, notamment par des contextes d'inflation, de la guerre en Ukraine, de la fermeture relative de la Chine, de la reprise post-Covid qui a fait un déséquilibre entre la demande et l'offre. Et je pense qu'il y a eu une indexation prix-prix et non pas une indexation prix-salaire qui a d'ailleurs été dénoncée dès le début par Michel-Édouard Leclerc qui a dit les producteurs exagèrent. Et parfois, ceux qui n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine ont augmenté leur prix au détriment, évidemment, du pouvoir d'achat des salariés. Sud Radio, comme les auditeurs de Sud Radio. Sylvain Bersinger, vous pensez qu'ils exagèrent, les producteurs alors? Non, je pense... Alors, sur le secteur agroalimentaire, si on regarde les marges, qui est un peu l'indicateur central, c'est vrai qu'elles ont beaucoup rebondi, mais elles avaient aussi beaucoup baissé. Donc voilà, c'est un petit peu... Il faut voir un petit peu le... Si on regarde sur un an, qu'on équilibre le constat, mais en effet, elles ont quand même profité d'un contexte pour monter leur prix. Non, mais je suis d'accord qu'il y a eu, et c'est ce que je disais au début, il y a l'autorité de la concurrence a clairement dit qui regardait le sujet. Ce qui est vrai, en fait, je crois que la difficulté, c'est que quand on dit les marges de tel secteur, on écrase des différences énormes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des entreprises, à mon avis, qui ont profité, ça ne fait à peu près aucun doute, qui se sont dit, allez hop, il y a un contexte inflationniste, je passe des hausses de prix, je dis à tout le monde que c'est à cause de l'inflation, alors qu'en fait, c'est pas trop le cas. Mais il y a aussi des entreprises pour lesquelles c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour lesquelles les marges ont été comprimées, voire qui ont été en grande difficulté. On avait beaucoup parlé des boulangers un temps, pendant l'hiver, on avait beaucoup parlé des boulangers. Donc je crois que ce qui est complexe dans le contexte actuel, c'est quand on parle de l'économie ou des entreprises, en fait, on masque des différences très grandes. Il y a eu quelques profiteurs, c'est à mon avis indéniable. Il y a aussi des entreprises qui ont beaucoup souffert. Et c'est vrai que la moyenne, lisse tout ça. Oui, et puis quand vous avez une grande surface, vous pouvez gagner quand même ici ou là beaucoup plus facilement qu'un tout petit commerce. Oui, alors la question grande surface, petit commerce, je dirais entre guillemets éternelle. C'est pas lié au contexte actuel. C'est pas lié à la question. Et je reviens à ce terme du début, exagération. Bon, et donc on est bien d'accord, on exagère un petit peu quand même sur la nourriture. Bon, ça c'est votre côté quand même fin gourmet. Et sur les transports, alors même si c'est pas le sujet préféré de nos auditeurs, mais quand même il y a un problème de ressources globalement, Philippe Bilger. Les transports, en tout cas dans les domaines dont je suis un usager, sur le plan ferroviaire, c'est hallucinant. Je me souviens d'une période où on pouvait aller à Annecy à des tarifs raisonnables en train. Dans votre belle famille. Ça a pris des proportions délirantes.
à cause du yield management. Excusez-moi de prendre des termes anglo-saxons. Alors, expliquez-nous ce que c'est déjà pour nos auditeurs. Le yield management, c'est jusqu'au dernier moment, on monte ou descend le prix en fonction de la demande. Et ça, on ne l'avait pas avant. Ça veut dire que l'aérien... Vous remarquerez que dans la même journée... Plus il y a de demande, plus c'est cher, quoi. Ben voilà. Non, mais dans la même journée, vous réservez un billet, vous allez passer du simple au double. Bien sûr. C'est ça. Ouais. Et l'hôtel maintenant, il faut faire de la navigation privée pour éviter ce genre de choses, je crois. Sylvain Bersinger, est-ce que cette question du transport n'est pas finalement la plus politique? Est-ce que ce n'est pas le domaine sur lequel les politiques peuvent le plus agir? Alors, je pense qu'en fait, le transport, il y a plusieurs sujets. On parlait du ferroviaire, il y a aussi le prix du carburant, il y a beaucoup de sujets. Sur le ferroviaire, c'est vrai qu'il y a globalement les prix augmentent, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avec le TGV, on va aussi plus vite. Donc, quand l'INSEE mesure l'inflation, c'est une inflation à qualité constante. C'est-à-dire que si vous faites, mettons, un Paris-Lyon en 2 heures au lieu de 4, c'est normal aussi que ça coûte pas le même prix. Donc, ce qui rend ça fait bien longtemps qu'on ne le fait plus en 4 heures. Je prenais cet exemple-là, mais sur d'autres lignes LGV. Donc, voilà, ce qui est un petit peu compliqué là-dessus, c'est qu'il faudrait essayer de raisonner à qualité constante, ça complexifie un petit peu les choses. Moi dans les mesures anti-inflation, par exemple, le gouvernement avait mis beaucoup d'argent sur le bouclier énergétique. Moi, je pense qu'une mesure qui aurait pu être plus intéressante, c'est ce qu'ont fait les Allemands, et les Espagnols aussi, je crois, sur les billets de train, par exemple. Parce que là, si on subventionne les billets de train, on subventionne un mode de transport décarboné. Donc écologiquement, ça a de la pertinence. C'est un mode de transport, alors pas trop le TGV, mais les trains de proximité qui est aussi pris par les classes moyennes, les classes populaires. Donc voilà, je pense que sur le transport, on aurait pu faire un peu plus. Je pense que là, le gouvernement... Sur le TGV, justement, le gouvernement ne donne pas d'aide alors qu'il le fait sur le reste du réseau. Comment ça se fait? Parce que le gouvernement n'a plus d'argent à donner. On est déjà à un taux d'impôt record qui va très certainement encore augmenter parce qu'ils ont besoin de financement et qu'ils ne peuvent plus trop passer par les marchés financiers parce que ça devient trop cher. Moins. Ah pas moins. Le taux marginal de la dette française, il a plus que doublé. Oui et non, parce qu'il a augmenté, il est à 3%, mais vu que l'inflation est plus élevée, le taux réel, il est resté à -2, donc je serais un peu... Ah oui, d'accord, mais le taux réel aussi a varié. Le différentiel est pas le même, et en plus, on peut compter sur peut-être une baisse de l'inflation prochainement, donc ça va faire monter le taux réel très certainement. On prend le TGV, on fait un Paris-Valence. Mais attendez, justement, on a nos auditeurs qui nous appellent, d'ailleurs appelez-nous au 0826 300 300, n'hésitez pas à réagir. Là, c'est Laurent qui nous appelle de Valence. Et vous, Laurent, les prix les plus exagérés pour vous, c'est tout ce qui est autour du logement, en fait. Alors oui, ça c'est vrai, c'est vraiment ce qui est exagéré. Mais je suis d'accord aussi avec vos invités, les vraies voix. Le train, et Philippe, c'est Philippe, je crois, qui parle de ça, a tout à fait raison de le dire, parce que moi j'ai pris un aller et j'ai vu une dame qui a pris un aller, et moi je suis passé après elle, elle a pris un aller retour Paris-Valence, elle a quand même payé 199 €. Incroyable. En deuxième classe ou en première? En deuxième classe. En deuxième classe. Oui. Il faut mieux prendre un vélo à ce moment-là. Non, mais attendez. Parce que quand vous voyez, non seulement le prix augmente, mais quand vous voyez l'intérieur des TGV, on peut pas dire que c'est... oui, c'est confortable, mais bon... Alors, il y a quand même un TGV low cost, en l'occurrence, c'est le Ouigo. Est-ce que les tarifs sont moins chers Oui, c'est moins cher, mais c'est quand même 49 €. Ouais. Bon, mais ça, c'est éminemment politique, Sylvain Bersinger. Au lieu de taxer, si on incite, ça, c'est une vraie politique. Vous parliez des Allemands, des Espagnols. Nous, on dissuade, on n'incite pas, c'est le problème. Alors, on n'incite pas, oui et non. Après, il faudrait regarder un petit peu au cas par cas. Mais bon, sur la question du TGV, alors je suis content qu'il y ait un auditeur de Valence, parce que je suis natif de Valence et je connais bien le TGV Paris-Valence aussi. Donc, il n'y a pas de souci. C'était la journée de Valence. Je prends souvent les billets sur les vacances et je sais qu'ils sont pas donnés. Non, ce qui est vrai, mais sur le TGV est un petit peu victime de son succès. C'est-à-dire que la SNCF a clairement dit sur cet été, ils ont du mal à trouver suffisamment de trains pour tout le monde. Donc, si on raisonne bassement en économie, l'offre et la demande, quand il y a plein de gens qui veulent prendre le TGV, le prix augmente. Donc, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas assez de trains? Excusez-moi, ça me paraît hallucinant. Alors là, j'admets ne pas être du tout spécialiste du ferroviaire et de la SNCF, donc je ne sais pas trop comment la SNCF gère ses commandes de train. Donc je pense qu'on n'accepte pas les trains étrangers, c'est tout simplement ça. Il y a une ouverture à la concurrence. Catherine Evrard, vous préféreriez finalement que l'ouverture du marché soit plus effective? J'aimerais mieux qu'il y ait de la concurrence, parce que je trouve ça sain.
à tout point de vue. Mais Ouais. bon, Michael Sadoun, vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas nécessairement d'accord. La concurrence n'a pas fait beaucoup de bien au marché énergétique français en particulier. Mais bon, je passe sur ça. Je pense qu'il y a eu aussi un gros déport, je pense, des gens qui prennent moins l'avion et qui prennent le train. En effet, ça a déséquilibré l'offre et la demande et le prix du train a monté très naturellement. Sylvain Bersin, j'ai l'impression que derrière vos réponses, vous n'êtes pas loin de trouver que le citoyen exagère un peu lorsqu'il trouve que la vie augmente. Non. Je vous sens très mesuré, très modéré. Est-ce que c'est parce que vous êtes riche? Les économistes sont riches, évidemment. Non. Le panier de la ménagère, ça ne doit pas lui parler tous les jours. J'essaie de regarder les chiffres officiels avec un peu de froideur. Et les chiffres INSEE disent clairement qu'en 2022, il y a une baisse du pouvoir d'achat. Alors une petite baisse, je crois que de mémoire c'est 0,5% en unité de consommation. Mais donc il y a sur le fait que les Français disent les prix ont augmenté plus vite que mon salaire, de toute façon c'est dans les chiffres INSEE. Donc il n'y a pas de je ne veux pas essayer de dire quoi que ce soit d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut aussi parfois garder raison quand on dit l'exagération des prix, l'explosion d'un tel ou d'un tel. Bon. Je crois qu'il ne faut pas non plus céder à une forme de... Quand même, quand il y a une inflation alimentaire à 7 ou 8% là, en glissement annuel en juin, et que la revalorisation... on est plus sur 14. Là, en juin 2023, j'ai vu 7-8%. Bon, je ne sais pas. Et qu'il y a une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires de 3,5%, il y a quand même une énorme différence, je trouve. Non, mais on n'a pas parlé du métro, du pass Navigo qui a augmenté de 11,8%. Alors, ça c'est pour les Parisiens, mais les Lyonnais aussi qui ont le métro, les Marseillais... J'ai quand même, pardonnez-moi, une question, et profitons de la présence de Sylvain Bersinger. C'est quoi cette histoire de prix du baril du pétrole qui baisse et notre essence qui est toujours aussi chère? C'est plus cher en France aujourd'hui que... Là encore, c'est un choix politique, Sylvain. C'est surtout à Paris que c'est cher. Sur les carburants, évidemment, il y a des taxes importantes sur les carburants. Quand on fait le plein, alors je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça doit être à peu près 2/3 ou 3/4 de taxes, grosso modo. Après, ce qu'il faut aussi voir, là-dessus, on a un peu une dichotomie, c'est-à-dire que quand on paye des impôts, on râle tous, quand il faut avoir des services publics, on en veut tous plus. Donc on a toujours un petit peu ce côté, on aimerait avoir jamais d'impôts, jamais de TVA. Le problème, c'est que les deux correspondent de moins en moins, en fait. Il y a beaucoup d'impôts et un service public qui se dégrade. C'est aussi ça, quand même. Non, mais c'est encore un autre débat. Moi, je ne suis pas expert de l'organisation du service public. Mais vous avez dit que ça ne serait pas simple, avec Michael Sadoun, Catherine Evrard et Philippe Bilger, c'est pas simple. Il faut que ça soit compliqué, mais non... Sur l'essence, il y a des taxes importantes. Et moi, je sais que c'est un point de vue pas très populaire. Je suis plutôt favorable à une fiscalité lourde sur les carburants pour des raisons avant tout écologiques. Enfin, il faut aussi mettre ce facteur-là dans l'analyse. Même si, je viens de la province profonde, je sais que pour des gens, c'est un vrai coup. Oui, puis dans les grandes villes, excusez-moi de vous couper la parole, par exemple Paris, il y a de moins en moins on peut plus en trouver. On n'a plus donné de concessions. Moralité, les gens qui sont à Paris et qui ont des stations essence exagèrent. Je peux vous dire, il n'y a pas plus cher qu'à Paris. Bon, et là où je suis déçu, c'est que vous n'avez pas parlé beaucoup du logement. Ça a été évoqué, mais quand même, quand on enlève le prix d'un loyer pour un ménage, c'est incroyable. Et je crois aujourd'hui qu'il faudrait quand même que les gens puissent se loger décemment sans que ça coûte aussi cher. Moi, j'étais déçu que vous... D'ailleurs, je quitte l'émission. Vous m'avez dit... Mais non, restez là, ne vous en allez pas. Non, c'est intéressant. D'ailleurs, ça va être compliqué de faire le point Tour de France juste après si vous êtes parti. Parce que moi, je suis on approche là. C'est dans pas longtemps. Là. On remercie Sylvain Bersinger. Merci beaucoup Sylvain Bersinger. Je rappelle que vous êtes chef économiste au cabinet Aster. Merci de votre venue aujourd'hui dans les vraies voix de l'été. Eh bien, chers auditeurs, on va se retrouver juste après. Vous avez bien compris pour le point sur le Tour de France. À tout de suite.